Pour remettre en contexte cette vidéo, on avait fait un react sur Twitch à une vidéo de Modern Malin, et lui-même a fait une vidéo réponse à ça, et du coup, nous, on a fait un react à cette vidéo réponse-là. Du coup, cette vidéo, c'est une réponse à notre vidéo qui elle-même était une réponse à sa vidéo. Alors, pour que ce soit un peu plus facile à suivre et resituer un peu cette vidéo réponse, il me semble qu'ici, il y a 4 grosses questions qui émergent. La première, c'est celle de la capacité de remise en question. Je trouve que c'est un bon exercice de répondre à une critique, parce que c'est là qu'on voit si on est dans une bonne attitude, si on est apte à se remettre en question. Perso, je dis souvent que j'ai aucun souci avec la critique, etc. Mais du coup, cette vidéo, c'est une bonne occasion de voir est-ce que notre attitude était adaptée. On lui semble avoir pris la vidéo réponse comme une attaque personnelle et que sa réponse est assez malhonnête et surtout un ramassis d'attaque ad hominem et d'homme de paille. Mais dans tous les cas, ça m'intéresse de savoir c'est notre réaction, donc moi et Lila aussi, a été honnête. Et si par exemple on a rejeté certains de ses arguments de manière injustifiée, n'hésitez vraiment pas à nous le dire. Le deuxième point à relever sur ces échanges, c'est tout simplement un désaccord politique sur la gauche et la droite. Je trouve que les arguments qu'ils donnent sont assez mauvais, mais là encore, si on se trompe, n'hésitez pas à nous le dire. Et sur ce sujet, de toute manière, je pense que ça sera plus facile toujours d'en discuter en vocal, de manière posée, plutôt que par échange interposé. Du coup, ma proposition d'en discuter, que ce soit en live ou en privé, ça tient toujours. Et du coup, les deux autres questions essentielles aussi, c'est ceux qui concernent directement le propos de la vidéo de base et du tract de Nathalie Hennig sur laquelle elle s'appuie. Alors lui et des commentaires nous ont reproché de ne pas avoir lu le livre. Bon, on s'explique là-dessus, je pense qu'on peut très bien critiquer des raisonnements, qu'importe d'où ils viennent. Je suis d'accord que ça aurait été mieux qu'on le fasse, et du coup, je l'ai lu, il est vraiment problématique, en fait, il est bien pire que ce à quoi je m'attendais, et on revient là-dessus dans la dernière partie de ce react. Là du coup il y avait deux propos majeurs, celui de la recherche parasitée par le militantisme, qui finalement a été peu abordé dans notre réponse de base, parce que lui-même il avait donné peu d'exemples, sachant que Nathalie Hennig donne déjà pas beaucoup d'exemples non plus, mais bref, vous verrez ça à la fin. Et finalement le propos qui est discuté tout au long de toutes ces vidéos, au final, c'est toute la question autour de la science, le militantisme, la neutralité, etc. Bon voilà pour cette intro un peu longue, j'espère qu'elle aidera un peu à comprendre les choses. On commence. Alors react que moi j'ai trouvé pas ouf, pour faire un euphémisme, mais vraiment, n'hésitez pas à être critique aussi de nous-mêmes. On est quand même sur une chaîne qui parle d'esprit critique aussi, donc l'intérêt c'est aussi, je ferai en grande partie critiquer le contenu, mais on a quand même envie d'être honnête dans notre critique, donc si jamais on a une critique qui est pas juste, faut pas hésiter à nous dire. Si par exemple, si jamais il soulève un truc intéressant et qu'on réfute un argument qu'on aurait dû accepter, faut pas hésiter à nous le dire. C'est pas parce qu'on est d'accord avec une phrase d'une personne qu'on valide tout son discours, et c'est pas parce qu'on désapprouve une phrase d'une personne qu'on désapprouve tout son discours. Du coup, je lui ai proposé un débat qu'il n'a pas accepté, enfin il n'a pas répondu, pardon. En vrai, je me demande qu'est-ce que ça donnerait en débat. Voilà, donc le titre, c'est Sociologue mangaka du dimanche me clash et me donne raison sur tout. Catastrophique. Ah, catastrophique. Bon, c'est vrai qu'on voit un titre comme ça, on attend quand même que ce soit à la hauteur du titre. Mais... Et bienvenue sur Radio Modin. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, parce qu'on va faire une vidéo réaction. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai très longtemps critiqué ce format, que je trouve assez débile, assez bas, assez facile. Mais voilà, il se trouve que je suis régulièrement attaqué par nos amis gauchistes en vidéo, et quasiment systématiquement à travers des vidéos réactions. Parce que vu on va dire la véhémence de son retour, je pense qu'il a pris vraiment comme une attaque personnelle. Parce que j'ai pas l'impression que notre critique soit particulièrement véhémente, mais j'ai l'impression qu'il a pris comme une attaque personnelle. Bon. Il y a un truc qui se passe avec la gauche internet, particulièrement la gauche YouTube, Twitch, c'est la méta-réaction. Les gauchistes, aujourd'hui, ne sont plus capables de faire autre chose que des vidéos réactions. C'est incroyable. Ça, c'est un peu drôle quand même. Genre, on est deux à faire du contenu autre part que sur Twitch. Et Twitch, c'est genre un bonus. On fait ça en plus du reste, en fait. C'est vraiment parce qu'en plus, vu qu'il a été prendre une vidéo sur ma chaîne, il a été voir ma chaîne, il a bien vu que je faisais pas de react. Mais vu qu'il nous cite pas tout ça, déjà, il donne une certaine image de nous. Il n'y a quasi. Moi, j'aurais bien les preuves de ça. Est-ce que vraiment la gauche fait que du react ? Je suis pas convaincu. Mais peut-être, faudrait voir je connais pas l'ensemble du YouTube de gauche, donc je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de react que de vidéos écrites ? Je sais pas, je pense que depuis Twitch, effectivement, ça a peut-être augmenté, mais bon... Il a bien empoisonné le puits dès le début. Ah, mais je pense que toute sa vidéo est un empoisonnement du puits. Mais bon, attends, je vais essayer d'être... On va essayer d'être charitable quand même, voilà, l'objectif c'est quand même d'essayer de considérer sa critique. Tu donnes l'exemple d'Horizon Gull par rapport à la production ou Ouais, je pense qu'on peut dire de la gauche qui fait la production. Bon, oui, il y en a plein. Il y en a des tas en fait. Par contre, pas assez de vidéos produites. Je pense qu'en termes de contenu, forcément, si on se fait chier à écrire des vidéos bien qualitatives ou qui mettent du temps de recherche, forcément, moi, mes vidéos, j'en sors pas, je peux pas en faire une par semaine. Quasiment que ça. On parle de plusieurs dizaines de chaînes de gens qui font tous exactement la même chose. La gauche internet n'est plus capable de produire du contenu. Plus capable de produire du contenu, carrément. Ok. Ça, c'est une attaque. Après, peut-être qu'il connaît pas du coup. Forcément, il y a un biais du milieu, il connaît peut-être pas trop bien les chaînes de gauche, du coup, il a l'impression que les chaînes de gauche produisent pas de contenu. Mais du coup, le fait de dire ça quand il nous répond à nous, ça donne l'impression que nous, on fait juste du react et qu'on fait pas de vidéo. Bon, effectivement, ça fait un empoisonnement depuis. Alors, il faut savoir qu'au départ, je répondais quasiment systématiquement, notamment parce que c'est un bon moyen de se faire de la pub, surtout quand la critique est complètement éclatée. Ça permet de se mettre en valeur et de gagner beaucoup d'abonnés. Et puis, j'ai arrêté de le faire par lassitude et aussi parce que
que j'ai pas envie de donner de la visibilité à ces gens. Donc ici, je ne vais pas vous donner le nom de la chaîne pour plusieurs Voilà, c'est pour ça qu'ils nous nomment pas, ouais. raisons. Déjà parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, et ensuite parce que j'ai pas non plus envie que vous alliez les emmerder. Les gauchistes, c'est fragile, ils seraient capables de crier au harcèlement après. Ça partait si bien. Alors pour vous donner un peu de contexte, je suis tombé très rapidement sur la vidéo, je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé quelques extraits à droite à gauche, parce que justement l'idée c'est vraiment aussi de faire une vraie vidéo réaction, donner mon point de vue au fur et à mesure. Je pense que je vais quand même faire du montage pour raccourcir au maximum, histoire que ce soit pas trop long. Parce que la vidéo dont on parle là, elle dure quand même 1h45. 1h45, c'est à peu près le temps qu'il aurait fallu à ces deux personnes pour lire le livre dont je parle dans la vidéo. Enfin bref, trêve de blabla, on est parti. La vidéo est longue, c'est vrai qu'on a appris le temps. Enfin, en vrai, on aurait pu faire un comme réact plus d'hab, court. J'aurais fait une vidéo réponse scriptée, c'est sûr que j'aurais fait un truc beaucoup moins long. C'est sûr que là, on prend le temps. En plus, j'ai tout laissé. J'aurais pu couper des passages aussi. Il y avait des passages qui n'étaient pas spécialement pertinents. Moi, je trouve que d'ailleurs, lui s'attarde sur des passages pas très pertinents. Bon, là, on fait effectivement un react, du coup, on a déjà vu. Enfin, moi, j'ai déjà vu la vidéo, tu l'as pas vu, toi? T'as vu des bouts juste? Bon. Celle-là, moi j'ai vu des bouts. Ouais. Et bon, moi, j'ai déjà vu la vidéo, du coup, ça sera pas un react à chaud. C'est vrai que des fois, il rebondit sur des trucs où. C'est vrai que des trucs que j'aurais pu couper ou des trucs qui étaient pas forcément très pertinents. Bref. Pour un peu introduire, je sais pas, est-ce que vous connaissez Modern Malin? Moi je ne connaissais pas en fait jusque-là. J'ai vu le Athlétique a fait une réact à sa vidéo. D'accord, donc on a affaire à quelqu'un qui ne connaît pas mon travail. Ça pour moi c'est pas un problème. Genre. Juste, oui, on fait un react, on n'a pas besoin de connaître spécialement ce que fait la personne. Genre, si quelqu'un arrive sur une de mes vidéos et qui critique ce que j'ai dit, le fait qu'il connaisse pas ce que j'ai fait dans mes autres vidéos, je vois pas en quoi ça délégitimerait sa critique. Pourquoi il a l'air surpris en fait? Bon, ce sont des choses qui arrivent, et qui donc s'est basé sur le react de quelqu'un d'autre pour se faire un avis sur mon travail. Alors c'est ce que je vous disais en intro, chez les gauchistes, il n'y a plus que ça qui existe, le react. Non mais... Pareil, là ici du coup Athlétique fait des vidéos sur YouTube. Non mais en plus, là ce qui est intéressant c'est la critique de son travail. Les réacts d'Athlétique, bon déjà il y a quand même le contenu de la vidéo. En plus c'est pas une vidéo, c'est quand même c'est un live Twitch. Il y a rien de coupé quoi, donc j'ai bien vu. Surtout que c'est une vidéo qui parle de Julien Rochdy. Je connais déjà le discours de Julien Rochdy. Et oui, les vidéos sur le sexisme avec Julien Rochdy sont extrêmement problématiques, oui, je confirme ça. Ouais. Et après surtout que la vidéo qu'on a critiquée, avant de la critique j'avais regardé un morceau. Moi je précise que j'avais pas vu la vidéo le live de Athlétique. En fait moi j'ai pas de compte Twitch, je ne regarde pas Twitch. Du coup moi je découvrais vraiment son travail avec ça. Mais en fait là il résume un livre et du coup le livre il est censé pouvoir se prendre en tant que tel. Donc son résumé, c'est un tout quoi. Je veux dire on est censé pouvoir critiquer cette vidéo là, ça me semble pas... Ici je vois vraiment pas le rapport entre le reste de son travail, sachant que c'est indépendant, et cette vidéo spécifiquement quoi. Et l'idée derrière cette habitude-là, du React, c'est que non seulement ça leur évite d'avoir à créer du contenu, à imaginer des formes nouvelles, à être inventif quoi tout simplement, mais également ça permet au public de voir les vidéos d'opposants avec un filtre idéologique posé par-dessus. Entre la personne qui va regarder la vidéo de Modern Malin et la personne qui va regarder le react d'un gauchiste à la vidéo de Modern Malin, il y a tout un monde. S'intéresser à ce que font et à ce que pensent ses adversaires idéologiques. Ça c'est un peu Ouais, normal, je suis ça. C'est un peu et le principe. puis, oui. Effectivement, surtout qu'en plus, contrairement à une vidéo réponse où on coupe des morceaux, le react, on laisse tout. Donc en vrai, effectivement, il y a toujours un biais parce que t'écoutes aussi ce que dit la personne, mais c'est toujours moins biaisé que un truc où t'as coupé des morceaux. C'est plus facile de faire un truc malhonnête quand tu coupes des morceaux. Genre si t'as une vidéo qui est vraiment nickel, où il y a rien à dire sur tout le long, si ton filtre que tu poses par-dessus, il est pas bon, et que t'as pas de bons arguments pour critiquer la vidéo, ça marchera pas. Idéologique, c'est très bien, mais dans ce cas-là, il faut y aller jusqu'au bout. Et il faut oser en fait se confronter sans passer par le filtre de quelqu'un qui est d'accord avec vous et qui donc va tout réorganiser, réimbriquer pour que ça corresponde à votre petite idéologie. Mais on peut à la fois regarder des vidéos d'une personne et à la fois regarder des reacts. On peut faire les deux. Genre, Modern Malin, j'avais regardé effectivement. Je l'ai découvert en étant sur la vie d'Athlétique. Après, j'ai quand même été regarder ce qu'il avait fait sur sa chaîne. Donc, j'ai regardé la vidéo, par exemple, Wok et Capitalisme. J'ai regardé la vidéo, donc, qui était, je crois, la dernière en date à ce moment-là, qui était celle sur Nathalie Hennig. Et en regardant cette vidéo, enfin, je l'avais regardée partiellement, je m'étais dit, ça vaut le coup d'y répondre. Du coup, j'ai l'impression que ce qu'il dit, il pourrait se l'appliquer à lui-même. Mais bon, j'ai peut-être mal compris son propos. Peut-être que lui, il regarde plein de trucs de gauche sans que ce soit des règles. Enfin, j'en sais rien. Hein. À vos attentes, etc. Non, ça c'est complètement débile. Ce qu'il faut faire quand on s'intéresse à l'idéologie de ses adversaires, c'est se confronter directement à leurs idées. D'ailleurs, pour faire Pourquoi on peut très bien faire les deux. En fait, en fait, il part du principe qu'on ne fait pas ça. En fait, quand on fait... D'ailleurs, on a fait un react à sa vidéo, donc on le fait ça. Et surtout que, pour le coup, en plus, j'ai été regarder d'autres vidéos de sa chaîne. Je suis pas très fan de ce truc. J'ai l'impression que ce qu'il dit, c'est qu'il faut systématiquement se fier juste à sa propre analyse, sans aller regarder l'analyse qui a été faite par autrui. Je trouve que c'est pas le plus pertinent, quoi. Genre, quelqu'un d'autre qui a peut-être une différente clé de lecture, c'est intéressant de croiser les points de vue. Autocritique par rapport à ça. Au départ, sur la saison 2 de J'ai lu un livre, je lisais des livres de gauchistes
avec une approche extrêmement critique, qui était honnêtement très proche de ce qu'on peut retrouver avec les gauchistes qui critiquent, qui font des réacts de vidéos de droitard. Et j'étais très insatisfait de ça. C'est pour ça que j'ai arrêté. Maintenant, quand je parle de livres de gauchistes, j'essaye de rester le plus objectif possible. Pourquoi les féministes de le détruire l'amour? Non, c'était peut-être celle d'avant. C'était une des deux, en tout cas, c'est celle parce que dans les deux, il cite Julien Rochdy. C'est une des deux, donc c'était très mauvais. Du coup, Maudin Malin, on peut dire que c'est un faf-watch. Bon alors, Maudin est un faf-watch. Pour être honnête, je sais pas exactement ce que c'est qu'un faf-watch. Attendez, je vais faire une petite recherche. Ok, donc en gros, le faf-watch, ça a l'air d'être un truc d'antifa qui enquête sur les faf, quoi. Tout simplement. Alors c'est peut-être pas le terme le plus intéressant, mais ici quand je dis que c'est un faf-watch, c'est pour dire juste qu'on réagit à du contenu d'extrême droite ou qui diffuse des idées d'extrême droite. Voilà. Un truc qui serait en lien avec le fameux Pierre Plotu. Bon, à prendre avec des pincettes ces infos, hein, j'ai vraiment cherché très rapidement. On s'en fout, c'est pas très intéressant. Mais c'est la partie assez intellectuelle. Enfin, c'est un peu antinomique de dire intellectuel de droite, mais ouais, c'est ça, c'est pas comme le Raptor ou pas vegan, c'est pas des gens qui te balancent des trucs évidemment débiles, quoi. C'est des trucs assez brodés, quoi. C'est bien écrit, quoi, on va dire. Donc pour quelqu'un qui connaît pas trop le sujet, tu te dis ok, c'est carré. Ça a l'air carré, en fait, on peut dire ça. Bon, alors déjà, il y a un truc avec lequel il faut absolument arrêter, c'est que je ne me suis jamais revendiqué comme étant un intellectuel, je sais. Mais on n'a jamais dit ça en fait. Et puis ça n'a pas de rapport, genre quand on dit que c'est du contenu intellectuel, on dit pas que lui est un intellectuel, on dit juste que c'est du contenu qui est plus travaillé que d'autres vidéos qu'on peut trouver, quoi. C'est vraiment tout ce qui est dit. Surtout que là on est en live. Déjà même tout à l'heure il dit c'était pas très intéressant d'y rebondir, mais pourquoi il y rebondit? Vu qu'il fait une vidéo, un react partiel, il répond pas à toute la vidéo, pourquoi il a choisi de répondre au truc où on parle au terme faf-watch? Pourquoi il choisit de répondre à ça, à ce terme intellectuel? Oui, c'est juste le terme qui m'est venu sur le moment. De manière spontanée, j'ai sorti ce mot juste pour le distinguer d'autres contenus, c'est tout en fait. Oui, genre, on comprend ce qui est dit. Effectivement, on aurait pu utiliser un terme plus clair, plus transparent, mais bon, je pense que si on est charitable dans l'interprétation, on comprend très bien ce qu'on veut dire, surtout qu'on le dit après qu'on compare à d'autres contenus qui sont du coup moins travaillés, et c'est vraiment tout ce qui est dit ici, quoi. Mais voilà, je fais la comparaison avec le Raptor. Je pense que dans les gens qui font du contenu marqué à droite, on peut faire une différence entre le contenu du Raptor et le contenu de Maudin. C'est juste ça que j'ai voulu mettre en avant comme différence. Intellectuel, c'est peut-être pas le mot, bon, c'est ce qui m'est venu sur le moment. Je sais pas si c'est très intéressant d'y répondre. C'est pas d'où ça sort, ça. Je fais des vidéos avec des bruits de prout, hein. Je ne suis pas un intellectuel, je ne l'ai jamais revendiqué, bien au contraire. Et même quand il dit que être de droite et être un intellectuel c'est antinomique, je ne le contredis pas là-dessus. J'ai même fait un podcast sur le sujet, donc vous pouvez aller voir sur le podcast. C'est vraiment parce que moi je m'attends à ce qu'il aurait pu me contredire là-dessus. C'est dans ma grille de lecture, je dis ça, mais moi je comprendrais tout à fait que quelqu'un soit en désaccord avec ce que je dis à ce moment-là. C'est fou qu'il accorde autant d'importance à ça. Ben oui, en fait, quand c'est qu'on commence le moment où on critique la vidéo. J'ai lu un livre, c'est dispo sur Deezer, Spotify, etc., qui s'appelle « Il n'y a pas d'intellectuel de droite ». Et là, pour le coup, vous aurez vraiment mon point de vue à moi sur la question. Parce qu'il y a une confusion qui revient très 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 souvent. Je sais pas combien de fois j'ai essayé de l'expliquer, mais ça ne rentre pas. Mon format, ça s'appelle « J'ai lu un livre », d'accord ? Donc le but de ce format, c'est de vous raconter ce que le livre dit et d'essayer de limiter au maximum, de donner mon point de vue, ou pire encore, mon interprétation. L'idée, c'est de vraiment vous donner un aperçu du livre lui-même. Alors évidemment, il y a forcément une influence, un filtre idéologique. Évidemment que j'ai des idées qui me sont propres, mais j'essaye de ne pas trop les faire passer quand je parle de livre, quand je parle de la pensée d'un auteur. Bon, la vidéo aussi, Julien Rochdy, bon, déjà quand tu... Oui, je suis d'accord avec le fait qu'il y a forcément un filtre, et en tout cas dans le choix des sujets. Pour moi, à partir du moment où on synthèse un livre, quand bien même on n'est pas totalement d'accord, si on synthétise un livre sans avoir, on va dire, un regard critique dessus, on diffuse quand même ses idées, et si ces idées sont problématiques, c'est normal que des gens critiquent notre propos. Quand tu prends Julien Rochdy comme référence, bon, de la haute qualité. C'est que ça vole pas haut, quoi. Il y a vraiment des gens qui prennent Julien Rochdy au sérieux, c'est incroyable. Typiquement, là, on va avoir affaire à quelqu'un qui va critiquer toute une vidéo sans vraiment savoir de quoi il parle. C'est incroyable. Encore une fois, je le répète, mon format « J'ai lu un livre » consiste à faire des synthèses de livres. Je me suis intéressé au livre de Julien Rochdy. C'est pas que le fait qu'il s'intéresse à ce livre-là, c'est quand même qu'il a trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à divulguer, dans le sens à partager, quoi. C'est dans ce sens-là qu'il le prend pour référence. Ce qui est dit, c'est pas qu'il serait d'accord avec tout ce que dit Julien Rochdy. Que je prends Julien Rochdy comme référence, c'est que j'ai proposé une synthèse de son livre. J'ai proposé au public de découvrir ce que le livre disait. Pour moi, c'est problématique. Le fait qu'on donne du crédit à Julien Rochdy est problématique parce que peut-être que j'ai tort, hein, mais dans ce que je pense, dans ma grille de lecture, Julien Rochdy il est vraiment extrêmement problématique et lui donner du crédit, c'est déjà un problème. Quand même Maudin il est pas totalement d'accord avec Julien Rochdy, je trouve que c'est problématique et il y a de quoi le critiquer. J'ai envie de dire, même s'il était totalement en désaccord et que juste il synthétisait son livre en l'exposant à un public large, ça me poserait quand même problème. Il y aurait de quoi critiquer la vidéo en tout cas. Julien Rochdy, ce n'est absolument... Après, je vais revenir sur un terme que j'ai utilisé là. J'ai dit ça vole pas haut, j'ai dit de manière un peu méprisante, il y a vraiment des gens qui prennent Julien Rochdy au sérieux. Alors, c'est vrai que j'ai dit ça parce que je pense effectivement que Julien Rochdy c'est quelqu'un d'extrêmement problématique et qui a de tout son discours, sa chaîne YouTube et tout, je pense que c'est vraiment catastrophique. Mais la manière dont je l'ai dit, ça peut être dévalorisant pour les gens qui adhèrent. Il faut se rappeler quand même, c'est pas parce que des gens adhèrent à des idées absurdes, fausses, incohérentes, qui sont idiots. Voilà, je pense que ma manière de le dire à ce moment-là pouvait peut-être laisser penser ça. Du coup, je suis pas très fan de la manière dont j'ai dit ça à ce moment-là, quoi. Absolument
pas un modèle pour moi, à aucun niveau. Je ne le rejette pas, mais j'ai pas d'admiration particulière pour lui. En revanche, Je Dans ne ma- le rejette pas. Donc, Dans ma grille de lecture, si tu le rejettes pas, je considère, peut-être à tort encore, mais que c'est parce que toi-même tu as pas une bonne grille de lecture. C'est-à-dire que si tu ne te rends pas compte que ce que dit Julien Rochdy est à côté de la plaque, je pense que tu as une grille de lecture qui n'est pas en phase avec la réalité. En revanche, on est bien obligé de reconnaître que c'est quelqu'un qui a de l'influence, c'est quelqu'un qui est lu, c'est quelqu'un qui est écouté, c'est quelqu'un qui est aussi critiqué. Et donc oui, comme c'est quelqu'un d'influent, on a tout intérêt à s'intéresser à ce qu'il dit. Ouais. Et on peut s'y intéresser en ayant un regard critique dessus et pas faire une vidéo juste qui diffuse ses idées. J'ai regardé un peu ce que faisait Julien Rochdy, c'est vraiment très mauvais. Hein. J'ai regardé des vidéos avant de faire des reacts. Quand, par exemple, si j'ai décidé de faire un react à Modem Malin, c'est parce que j'ai trouvé qu'il soulevait des trucs intéressants. Je me suis dit, il y aurait des trucs intéressants à rebondir. Et en fait, Julien Rochdy, je trouvais ça tellement bas que je me dis, je sais même pas si c'est intéressant à rebondir dessus. Hein. Peut-être qu'on fera des reacts à Julien Rochdy par la suite, je sais pas. Mais comme Thaïs Descuffon, en fait, on avait regardé avec Lila, on cherchait des vidéos à react et on avait regardé Thaïs Descuffon. En fait, on trouvait ça tellement nul. Mais on se disait, mais c'est même pas intéressant. Je veux dire, on va même pas vous apprendre des choses en fait. Il faut quand même que vous, je sais pas, on se dit autant qu'il que y a un le, intérêt, quoi, vous, dans la voilà, que le critique. public vous en tirez quelque chose, quoi, que ce soit pas juste de la moquerie, quoi. J'avais l'impression qu'avec Modem Malin, ça soulevait des trucs où au moins on pouvait aller sur des trucs intéressants. Quel que soit son bord d'ailleurs, qu'on soit de gauche ou de droite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs axés sur la socio sur sa chaîne. C'est de l'analyse un peu qui a l'air structurée, tout ça, mais bon, c'est de la mauvaise analyse, quoi, genre des trucs. Attends, mais le mec vient clairement de nous expliquer en début de vidéo que tout ce qu'il avait vu de Modem Malin, c'était un react à une vidéo de Modem Malin. Ah oui, puis on a l'autre à côté là. Je sais pas ce que c'est exactement, hein, je voudrais pas mégenrer pour pas avoir de problème. Donc on va les appeler le truc et le machin. Le La gros- bienveillance. Le gros mépris de... C'est incroyable. Bon, il voulait pas utiliser les prénoms, il voulait pas utiliser les pseudos, mais... Tu peux trouver d'autres termes. genre. Ouais, c'est d'autres termes quand même. Effectivement, je viens de dire qu'il fait de la mauvaise analyse, donc peut-être qu'il est pas content, mais je veux dire, c'est pas non plus ultra véhément, c'est pas véhément ma manière de le dire non plus quand même. Le machin nous dit quoi? C'est l'analyse qui a l'air structurée mais qui est de la mauvaise analyse. Première chose, mes vidéos ne sont pas des analyses. Ce sont des synthèses de livres. Alors, Effectivement, la c'était- vidéo par exemple... Non, je suis d'accord, effectivement, j'ai dit analyse, parce C'était pas qu'effectivement, forcément le bon c'était pas le bon terme. mot, mais c'est vrai que c'est le truc que je dis sur le moment. C'est vrai qu'il fait surtout de la synthèse de livres. Après, il fait pas que ça non plus. Par exemple, la vidéo wokisme et capitalisme, et là, bon, c'était pas, si je me souviens bien, c'était pas une synthèse de livre. En général, ça peut arriver de bifurquer, de parler d'autres choses. Mais en général, c'est de la synthèse. En général, je ne propose pas d'analyse. Ton point de vue, il est déjà arrêté. La réflexion est terminée. Ben non, quand bien même je ne saurais pas exactement ce qu'il fait, je vois pas comment ça nous empêche de critiquer la suite. Capitalisme est l'allié du wokisme. Et c'est des trucs qui vont être, enfin, j'allais dire argumentés, bon, ça vole pas haut. Si tu veux, tu peux critiquer mon travail, tu peux critiquer les analyses du coup des auteurs dont je parle. Mais quand tu portes des jugements comme ça, t'as intérêt à être à la hauteur derrière. Tiens d'ailleurs, on va... Moi je suis totalement d'accord là-dessus, effectivement. En plus, là j'aurais pu être plus prudent et dire, effectivement, j'ai regardé juste du coup entre le React et ce que j'ai vu, j'avais dit, ouais, on va dire sur du 3-4 vidéos. J'aurais pu être plus prudent et dire, du peu que j'ai vu, il fait des trucs pas terribles, il divulgue des informations qui ne correspondent pas à la réalité, quoi. Mais si ça se trouve, ces autres vidéos sont très bien. J'aurais pu être plus prudent. Mais c'est vrai que j'ai considéré qu'on était sur un niveau tellement bas que, bon, T'es j'avais. médisant encore. Je pars du principe que... Non mais ce gars, la vidéo sur Wokisme et capitalisme, elle est incroyable quand même. Bon. D'accord. Et du Je coup, regarderai. j'ai considéré que je vois un peu la grille de lecture qu'il a, quoi. Je vois un peu la vibe générale, donc effectivement, j'ai fait une généralité. Tout ce que j'ai vu depuis, ça a quand même très conforté, ça. Mais effectivement, j'aurais pas dû faire cette généralité. Mais encore, après, là, il dit, après avoir dit ça, j'ai intérêt à être à la hauteur, mais je suis totalement d'accord. C'est vrai que si je dis de manière générale, ce que fait Modem Malin, c'est pas terrible, et que après on fait une critique pourrave, c'est sûr que c'est gros malaise. Là, je le rejoins. Et du coup, là, donc là, il commence sa phrase en Comme qui disant... dirait l'argument massif qui arrive. Mais quand tu portes des jugements comme ça, t'as intérêt à être à la hauteur derrière. Il dit t'as intérêt à être à la hauteur là-dessus. J'ai envie de dire, en fait, on aurait juste intérêt à être à la hauteur de la critique, dans la critique qu'on fait. Même si le reste du temps, on faisait complètement de la merde. Ici, on parle bien de ce qu'on va critiquer, et donc c'est dans notre critique où on devrait être à la hauteur. Et là, il va chercher un truc qui n'a rien à voir. Regardez un petit peu ce que tu fais. Donc là, il dit, bon, pour juger mon travail, on va voir un peu ce que tu fais. Donc là, on se dit, je sais pas, il va chercher dans mes vidéos de vulgarisation, il va peut-être prendre un sujet sur lequel il est vraiment pas d'accord, il va prendre une phrase sur laquelle où je dis un truc qui paraît complètement absurde. Tiens, donc j'ai trouvé quelque chose de... C'est-à-dire qu'en plus de faire des reacts à la con sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, sans prendre le temps de se renseigner pour essayer de développer un avis un peu constructif, le truc et le machin, pose il là-dessus dessine aussi des mangas. Ah, si je peux vous montrer ça, hein. Oh la vache. Pour Kanokoi. Kanokoi, c'est un manga dans lequel la musique n'est pas qu'un art. Dans cet univers atypique, la musique prend vie sous forme de transcendance, des sortes d'invocations capables de captiver un public ou de se battre. Le manga mêle les genres en parlant d'amitié, d'art, d'amour, d'aventure. Les personnages traversent des moments difficiles et sombres, mais aussi des moments plus légers, toujours grâce à la musique. Le tout est parsemé de touches d'humour souvent absurdes. Attendez-vous à découvrir des instruments de musique incongrus et des méthodes de lutherie novatrices. Dans le premier tome, Orphea est une jeune lycéenne qui a du mal à donner vie à sa musique. À l'aide de ses amis et de Shigami, dont elle est amoureuse, elle va découvrir les transcendances et explorer cette autre facette de la musique pour devenir une grande interprète. Mais elle devra aussi résoudre une sinistre affaire dans laquelle la musique est devenue une arme de crime. Dans le deuxième tome,
On voyage quelques années dans le futur avec une nouvelle génération de protagonistes. Alors qu'Alexis joue de la guitare au lycée, il fait la rencontre d'une talentueuse musicienne qui refait surface après son exil. Avec son ami Ariane, ils se mettent en quête de la virtuose pour qu'elle leur enseigne son art. Avec l'aide des musiciens légendaires, leur aventure les conduira vers la source du son et on voyage dans le monde transcendantal. Kanokoi, c'est un manga qu'on a initialement écrit à deux avec Brice. On a fait le scénario ensemble et j'ai fait le dessin. Bon, stop, on va pas regarder En même temps, il pouvait pas critiquer le reste de vos contenus, sinon il se serait contredit avec la gauche produit rien, effectivement. Oui, effectivement. Mais quand même, en vrai, je trouve que c'est le niveau de malhonnêteté. Après, je m'en fous qu'il critique mon manga s'il veut, mais il a été chercher la vidéo où je parle du crowdfunding pour un manga. Et c'est ridicule. C'est juste hors sujet, mais non, c'est clairement que ça n'a aucun rapport. Donc là, on en est à 10 minutes de sa vidéo sur 36. On n'a pas commencé notre react à sa vidéo de base. en entier. Qu'est-ce que c'est que cette... Après, je sais pas quel âge ils ont, le truc et le machin, mais ils ont pas l'air d'avoir 12 ans, quoi. C'est-à-dire qu'à 12 ans, oui, bon, tu applaudis l'effort, quoi. C'est gênant, quoi. Qu'est-ce que c'est moche et qu'est-ce que ça a l'air con. Waouh. C'est assez... Waouh. Et attendez, ils demandent quand même 1 000 €. Les dessins sont absolument dégueulasses. Ça a l'air d'être aussi profond que leur niveau de réflexion. Et j'ai même l'impression que c'est eux-mêmes les personnages principaux. Enfin bref, on a vraiment affaire... Qu'est-ce qu'il raconte là? Nous les personnages principaux. Bon. Attends, on se connaissait quand t'as commencé à l'écrire? Absolument pas. Oui, le premier tome, je l'ai dessiné il y a 5 ans, 4-5 ans. Bon, ça n'a aucun sens. Mais là, on voit quand même la différence de manière. Moi, mais ça m'aurait pas traversé l'esprit. Quelqu'un aurait pu me faire la critique la plus pétée du monde, mais ça m'aurait pas traversé l'esprit d'aller voir sa BD ou quoi pour le discréditer. Genre, le fait qu'il ait eu cette idée, moi je trouve ça en dit long sur lui. Hein. Et du coup, 1 000 €, oui, imprimer des mangas, ça coûte un certain prix, donc oui, on demande de l'argent. Tu sais, les gens, ils sont pas obligés de l'acheter, hein, notre manga, c'est s'ils veulent. Une fois, ça n'a aucun rapport. À des adolescents attardés, donc on va y aller doucement quand même. Waouh, C'est nous, le les adolescents mépris. attardés. Je l'avais raté celui-là. C'est chaud, ouais. Les gens, ils ont regardé sa vidéo, ils se sont dit, ils ont trouvé ça legit, quoi, sa critique. Je trouve qu'il y a un décalage énorme entre notre critique et la sienne. Enfin, on verra, du coup, il y aura des extraits de la nôtre. Est-ce qu'il y a au moins un extrait de notre vidéo où on est un peu véhément, quoi, pour qu'il parle comme ça? Le truc le plus véhément que j'ai dit, c'est qu'il fait de la mauvaise analyse. Oui. Mais juste un truc, hein. Si vous vous permettez de dire que le travail de quelqu'un est mauvais, alors ne soyez peut-être pas irréprochable, mais essayez d'éviter d'avoir une telle casserole au cul, quoi. Quand on a commis une merde pareille, on n'a plus le droit de critiquer le travail des autres, et ça, pour toujours. Hein. Aucun rapport. Ça, je trouve ça incroyable qu'ils disent ça. Là, on voit la différence entre nous, quand même. Parce que moi, ça m'aurait jamais... Enfin, justement, je dirais complètement l'inverse, en fait. C'est que vous pouvez avoir fait la pire œuvre du monde, vous pouvez avoir peut-être la pire BD du monde, mais jamais j'aurais dit ça. En fait, le fait qu'il utilise... En fait, j'ai une question. En quoi ça rend illégitime, genre le fait d'avoir fait, en admettant que t'aies fait un truc nul à chier, genre une œuvre vraiment nulle, en quoi aucun rapport. ça rend illégitime une critique d'un contenu qui en plus n'a rien à voir, genre. C'est tellement bad d'utiliser ça pour se prémunir des critiques. Parce que moi, je vous dirais, mais qui que vous soyez, qu'importe toute la merde que vous ayez pu dire par le passé, si je dis un truc faux ou incohérent dans mes vidéos, vous êtes légitime à me le faire remarquer. Qui que vous soyez. Et à la limite, on pourrait justifier, on pourrait discuter de est-ce que si t'as fait un truc complètement pété dans tel domaine, tu peux, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a une analyse politique toute pourrie, est-ce qu'il peut te permettre de critiquer ça? Ou quelqu'un qui fait une œuvre pourrie, est-ce qu'il peut critiquer je sais pas, est-ce qu'on peut critiquer des trucs qui sont dans le même champ? Moi, je considère qu'en vrai, si un truc nul à faire remarquer, surtout dans un discours politique, C'est déjà plus débattable en tout cas. C'est plus débattable, mais moi je considère que même en vrai, même quelqu'un qui dit constamment des trucs absurdes, à partir du moment où j'ai dit un truc faux, il est légitime à le faire remarquer. Mais quand c'est un truc qui n'a aucun rapport, à quel moment t'as l'idée de te dire vous avez fait un manga qui est nul quand même, donc vous pouvez pas critiquer ma vidéo qui parle de sociologie et de politique. Il y a quelqu'un au-dessus qui a écrit cette vidéo, c'est que de la nominem, bon courage. On en est quasiment à 11 minutes de vidéo, il a pas commencé à réagir à notre critique de sa vidéo. Moi j'ai envie de lui dire la même chose, là après ça, t'as intérêt à être à la hauteur. Hein. J'espère qu'on a dit des trucs vraiment complètement cons pour qu'il ait sorti une intro pareille. Que ce soit bien clair. Et du coup, cette vidéo, le militantisme détruit la sociologie. Et après, il y a pas mal de points qui vont être intéressants à aborder, notamment l'incompréhension entre tous les trucs autour de la neutralité. Il y a un reproche qui revient souvent dans ces vidéos de reprocher aux gens d'être engagés et d'être notamment woke. Alors, est-ce que je reproche aux gens d'être engagés? Non, pas du tout. Ni même Nathalie Haynik d'ailleurs. Le constat de Nathalie Haynik, c'est que le militantisme a une trop grande influence sur la recherche. Leur propos, c'est pas que le problème, c'est pas que les gens soient engagés, effectivement, c'est qu'ils sont engagés dans le cadre de la recherche. Mais j'ai bien compris sa position et j'ai toujours un désaccord là-dessus. Et que c'est effectivement problématique parce que ça va totalement à l'encontre de la méthode scientifique. Et il leur a échappé. Et ça, on l'a expliqué en quoi il se trompait là-dessus, je crois. Mais si jamais on a donné des mauvais arguments, avec plaisir pour les entendre. La personne que l'université, surtout en sciences humaines, c'est un lieu extrêmement politisé. Et bien sûr politisé très à gauche. Et depuis quelque temps,
Là, En même temps, si t'es politisé à droite, ça serait un peu inquiétant. Si jamais, quand t'as une bonne analyse de la société, oui, effectivement, tu penches à gauche, c'est un peu évident. Genre, en fait, si t'es à droite, soit tu t'en moques des problèmes de la société. Ouais, si t'es droite, soit que t'as quand même un certain aveuglement sur la société et que du coup, si tu te renseignes correctement, tu vas les déconstruire. Soit t'acceptes le monde malgré les problèmes qu'il a. C'est quand même compliqué quand plus tu te renseignes sur les problèmes, c'est quand même dur de les accepter. Donc c'est assez logique qu'il y ait quand même peu de gens de droite dans les universitaires et surtout en sociologie quand même. je sais même pas s'il y a besoin d'aller plus loin en fin de compte dans ce React. Tout est dit là. C'est incroyable. Et donc, je comprends mieux pourquoi est-ce que le truc et le machin. Ça, c'est un peu pénible d'avoir une non-réponse aux arguments et d'avoir juste j'ai rien besoin de dire, comme si c'était évident. En fait, non. Mais moi, je veux bien, peut-être que on veut je me des explications, oui. Moi, je veux bien me tromper. En fait, je veux bien me tromper sur tout. Moi, je crois que je suis attaché à aucune croyance particulière. Hein. Genre, si j'ai tort là-dessus, je veux bien le savoir. Mais c'est moi, à ce moment-là, quand je dis cette phrase, je la tiens pour vraie. Si je me trompe, ok. On choisit de réagir à cette vidéo. Ce que cette vidéo dénonce, d'ailleurs, allez la voir si vous l'avez pas déjà vue, c'est le fait que l'idéologie non seulement influence, mais prédomine dans les domaines de la recherche. En clair, on a déjà nos conclusions toutes prêtes, et on va créer des cheminements pour y arriver. Donc, Oui, mais ça, on a bien saisi. On a bien dit que le militantisme n'est pas forcément ça. si vous vouliez me donner la preuve que j'avais raison, vous pouviez juste laisser un commentaire pour me dire « Ouais, t'as raison, vous étiez... » En quoi ce qu'on a dit là lui donner raison? Moi, j'ai pas compris. Peut-être que je suis con, hein, mais Modern Malin, j'aurais bien aimé que t'expliques. Tu fais un argument très clair pour dire, par rapport à ma vidéo, ce propos, voilà en quoi il te donne raison. Là, je vois pas le lien. Je crois qu'il manque une prémisse dans ton raisonnement. Pas obligé de faire une vidéo d'1h45. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de me donner raison. Je n'ai même pas besoin d'argumenter. D'ailleurs, on va... En fait, faire une vidéo React, Sans un donner truc raison. sur du contenu qui te critique sans argumenter en retour, c'est quoi l'intérêt? Oui, on veut Mais- des critiques. Je me demande, est-ce que t'as vraiment... Donne des arguments. Est-ce que tu savais quoi dire à ce moment-là en fait? Si c'est évident, la réponse, tu dois pouvoir la sortir facilement. C'est que la gauche s'appuie sur des avancées des sciences humaines en fait, elle ne les nie pas, la gauche part d'elle comme descriptif pour passer au prescriptif. Mais moi je pense ça effectivement, mais je vais bien me tromper. Moi j'aimerais bien qu'on montre en quoi, enfin j'imagine lui dirait-elle l'inverse, que c'est la gauche qui est du côté de, je sais pas, de l'utopie, je crois qu'il dit ça plus tard, et que la droite est du côté du réel. Moi je veux bien accepter ça, mais juste faut des exemples quoi, il me faut quelque chose, mais je veux bien changer d'avis. Hein. Si jamais il veut me convaincre que rationnellement je devrais être de droite, je passe de droite n'importe quand, hein, mais bon, jusque-là, bon. Je voudrais pas redevenir spéciste aussi. Si j'ai S'il y des a des bons bons arguments arguments. spécistes, c'est vrai que jusque-là, en plus, on a un peu torché le sujet, donc il me semble qu'il y en a pas, mais allez, admettons, s'il y a des bons arguments spécisme, si jamais il se trouve que exploiter les animaux, c'est en fait super génial, et que c'est complètement éthique, let's go. Hein. D'ailleurs, on va quand même essayer de répondre à ça. Est-ce que l'analyse sociale ou sociétale de gauche permet d'améliorer la situation des gens? Regardez la situation actuelle de la France, le niveau de violence qui ne cesse d'augmenter. Elle vient de quoi cette violence? Du laxisme, du refus de la punition, etc. Bref, des idées de gauche, des idées complètement éclatées. Source. Alors, moi, quand tu veux, Modern Malin, on débat de ça. Est-ce que la gauche est du côté du réel ou la droite? Et surtout, en fait, là, il donne même pas un argument, là, il donne un point de vue qui est... Lui aussi, il dit, moi, je pense que la gauche aggrave les choses. Ouais, il donne des exemples qui sont tout à fait contestables. Moi aussi, j'aurais pu à ce moment-là donner juste des exemples de trucs de droite qui empirent la situation. Cette question, en vrai, elle est quand même assez longue, je pense, à traiter. Peut-être pas très pratique de traiter ça par vidéo. Là, ça serait, je pense qu'un débat sur ce sujet, ça pourrait être intéressant. Je rappelle, on est à l'époque la moins violente, c'est factuel. Oui, non, mais en plus, la violence qui augmente, ça faudrait des preuves de ça. Hein. Je crois, il me semble justement que la perception on va dire, tous les faits divers, il y a une perception de l'insécurité qui augmente, mais que l'insécurité en elle-même, elle baisse. Hein. Des idées qui ne cessent de prouver à quel point elles sont nocives. Vous pensez comme des enfants. Vous êtes des enfants. Vous avez... Du coup, c'est attaque gratuite. Bon, on pourrait très bien donner des exemples d'idées de gauche. Par exemple, la lutte contre le racisme, mariage gay, des trucs comme ça. Je pense que c'est des idées de gauche qui améliorent la vie des gens. En fait, on pourrait trouver plein d'exemples comme Juste ça. les congés payés, l'égalité salariale, les lois sur le travail. Les lois de non-discrimination. Enfin, on pourrait trouver plein d'autres contre-exemples. Et là, je pense que en plus, les exemples qu'il a donnés, en vrai, je pense qu'ils sont très contestables. Alors, sur le truc gauche-droite, il donne plusieurs exemples. Toujours des trucs assez peu détaillés, donc un peu galère de faire des recherches. Mais du coup, à chaque fois, je me dis, au cas où qu'il ait raison, je vais faire des recherches. J'essaie d'être fair-play et de considérer que peut-être qu'il a raison. Alors là, je veux bien des sources qui montrent que punir plus, ça serait plus efficace. En vrai, le sujet est assez complexe et fait beaucoup plus que ce qu'il laisse penser là. Et en vrai, je trouve ça quand même assez ouf qu'ils disent « vous pensez comme des enfants », alors que lui-même, il sort des trucs hyper simplistes. En tout cas, des idées de gauche qui vont dans l'intérêt général. Chercher le progrès social et non pas le conservatisme en voulant à tout prix conserver des traditions, quand bien même elles nuisent aux individus. Bref, que les gens puissent vivre au mieux, sans précarité, sans oppression, sans restriction injustifiée de leur liberté. Que les gens puissent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils font du mal à personne. Et donc lutter contre tous les trucs oppressifs qui veulent imposer des trucs aux gens, permettre de loger tout le monde, ne pas alléger les taxes qui concernent que les plus riches alors qu'on pourrait répartir les richesses
et éviter que les gens soient dans la précarité, ne pas privilégier les grosses entreprises au détriment des conséquences environnementales qui vont nuire à la majorité de la population, et donc se préoccuper aussi d'avoir un environnement pas trop dégradé avec un réchauffement climatique pas trop élevé. S'intéresser à la fraude fiscale par exemple qui se compte en dizaines de milliards, et ne pas systématiquement éviter la question en parlant des fraudes sociales qui coûtent beaucoup moins cher et concernent des gens qui sont pas du tout dans les mêmes situations sociales. S'il y a plus d'insécurité, c'est parce qu'il y a un laxisme de la part du gouvernement. C'est quand même plus compliqué que ça. Hein, faudrait déjà dire qu'il y a un laxisme de la part de la gauche, que ce laxisme, montrer qu'il y a un laxisme de la part de la gauche, que ce laxisme il entraîne plus du coup d'insécurité, de criminalité, etc. Mais non, il faudrait montrer aussi que du coup, si par exemple le gouvernement était plus à droite et qu'il était plus autoritaire, ça améliorerait la situation. Je pense que ça c'est contestable. Enfin, encore peut-être que je me trompe là-dessus, mais bon. Et surtout, moi j'aimerais bien voir, parce qu'on peut citer quelques exemples, je pense qu'il y a tellement d'exemples de trucs de gauche qui améliorent les choses et de trucs de droite qui l'empirent. Je me demande, moi j'aimerais bien un argument qui dirait vraiment qu'il faudrait vraiment, enfin un argument qui du coup qui justifierait d'être vraiment très très à droite vraiment et de pas concéder aucun point à la gauche. Ça me paraît extrêmement difficile à tenir, mais je suis prêt à l'entendre. Ouais. Si Modin entend ça, je lui ai proposé un débat, hein. Il m'a pas répondu, mais moi j'ai proposé 2 fois dans les 2 commentaires. Vous avez une vision du monde de gamin. Vraiment, vous pensez comme des enfants et comme des adolescents. Je vais être gentil. Comparez un petit peu partout où les idées de gauche ont gagné. C'est tellement de la dominem Kratos. Sauf qu'il a bien insisté dessus. Partout où les idées de gauche ont gagné, c'est le chaos qui s'installe. Enfin, on est vraiment au ras des pâquerettes, hein, que ce soit en termes d'analyse, de réflexion, de rhétorique. Moi j'aimerais bien des exemples de tout ça. Hein. Mais je pense qu'il y a plein de sujets où les idées de droite, elles sont à mon avis en tout cas assez indéfendables. Genre si tu parles des discriminations, bon là encore je veux bien changer d'avis. Hein. Ok, ben là j'aimerais bien des exemples. Alors en vrai j'ai essayé d'être fair play là aussi, j'ai essayé de chercher à quoi tu faisais référence, vu qu'il donne pas d'exemple c'est un peu pénible. Donc à chaque fois, alors j'espère qu'il pensait pas à l'URSS, sinon ça serait vraiment un contre son camp. Du coup j'ai essayé de chercher, donc je regarde en France, qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu la gauche au pouvoir? Bon, Front Populaire, on est passé des 48 heures aux 40 heures de travail. Il y a eu les 2 semaines de congé. Ok les gens, est-ce que vous êtes chauds pour revenir aux 0 semaines de congé payé et 48 heures de travail hebdomadaire? Bon, Mitterrand, 5e semaine de congé payé, retraite qui passe de 60 ans au lieu de 65 ans. D'ailleurs, c'est bien la droite qui veut à nouveau rehausser l'âge de la retraite. Et là encore par rapport à la question du réel, l'argumentaire souvent pour défendre qu'il faudrait monter l'âge de la retraite, souvent il y a la prétention que ça serait la seule solution, donc comme si le désaccord était descriptif, alors que non, il y a plusieurs solutions possibles et on peut choisir parmi ces solutions-là. Si on compare à chaque fois la gauche et justement les gouvernements de droite avec la destruction des services publics, que ce soit l'hôpital, l'école, là c'est justement des idées de gauche que faire en sorte qu'on ait un bon système de soins par exemple. Et surtout qu'en plus lui il défend vraiment une idée de droite radicale ou extrême droite. Donc je sais pas, tu veux qu'on parle dans les autres pays, bon on pourrait détailler, mais je sais pas, au Brésil, est-ce qu'il valait mieux Lula ou Bolsonaro, Trump, Poutine, Javier Milei en Argentine? Si on détaille les conséquences, voilà Bolsonaro, que ce soit éducation, santé ou évidemment environnement, c'est cata. Si on va plus en arrière, on a eu Pétain, Mussolini et on est obligé d'aller sur le point de Godwin. Est-ce que c'était bien avec Hitler? Bon, Hitler c'était pas très la gauche, hein. Donc déjà je veux bien des arguments évidemment pour changer de position, mais surtout pour défendre une position qui serait une position de droite radicale et qui ne concède rien à la gauche. Ça me paraît difficile à tenir, mais je veux bien les arguments et un peu plus d'exemples que juste pas d'exemples en fait. Surtout qu'il dit le chaos qui s'installe. C'est extrêmement mauvais. Et en fait, non, c'est même pas que c'est mauvais, c'est qu'il n'y a même pas de réflexion. Ils sont tellement persuadés de ce qu'ils avancent qu'ils ne prennent même pas la peine de C'est juste donner un point de vue à un moment T. réfléchir. C'est des gens qui semblent incapables de douter. Et leurs obsessions pour... Waouh, c'est quoi? C'est tellement gratuit là. On est incapable de douter. Ok, je sais pas d'où il sort ça, mais d'accord. Ok, ça c'est... On est vraiment dans la pure attaque gratuite. Genre c'est du pur ad hominem. Pour l'intersectionnalité, le décolonialisme, la blanchité, etc., ont tendance à appauvrir énormément la qualité de la réflexion. Là, je comprends pas, genre, au contraire, ça l'enrichit. Enfin, c'est des concepts, ils sont pas sortis pour rien, quoi. Ces problématiques-là prennent beaucoup trop de place. Et ça réduit considérablement la diversité des sujets auxquels on peut s'intéresser en sciences humaines. Alors, je pense que ça, c'est justement peut-être une question qui serait un peu longue à débattre, mais ça, c'est le sujet qui devrait être débattable. Moi, je pense que ça manque un peu de preuves de ça. Depuis, du coup, j'ai été lire le livre de Nathalie Yannick. Les preuves, elles sont quand même absentes. Elles sont quand même assez ridicules. Ça manque un peu d'éléments pour attester tout ça. Est-ce que c'est vraiment trop présent? J'allais dire, là, c'est une affirmation à la fois empirique et à la fois... ça dépend de quel seuil on met, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même une question empirique de à quel point ça prend de la place. Genre, c'est quoi la proportion... Faudrait le démontrer, C'est quoi la proportion d'études en sciences sociales qui portent là-dessus? Et aussi, faudrait voir à quel point c'est vraiment le cas, quoi. Déjà, moi, j'ai l'impression aussi, il faudrait voir à quel point il s'oppose à ces concepts en général, parce que y en a qui vont dire pour eux les concepts... il les a cités là, les concepts il a dit oui, il y a blanchité, intersectionnalité... si jamais on juge que ces concepts sont intrinsèquement problématiques, c'est pas pareil que de dire ils sont intéressants, parce que ça c'est ce que tu dis ils enrichissent la perception. Et leurs obsessions pour l'intersectionnalité, le décolonialisme, la blanchité, etc., ont tendance à appauvrir énormément la qualité de la réflexion. Ok, oui, en fait il dit que c'est l'obsession, c'est-à-dire que c'est pas les concepts en lui-même, ce qui veut dire c'est, toi tu réponds au fait que le concept en lui-même est pertinent, je sais pas s'il s'oppose à ça, peut-être, mais en tout cas, je pense qu'on peut tenter ton point de vue là-dessus, je le défends. Effectivement, je considère que ces concepts sont intéressants, mais lui il dit que c'est l'obsession pour ces concepts qui pose souci. Il faudrait voir si, est-ce qu'effectivement il y a une obsession pour ces concepts, est-ce que ça prend
pas sur d'autres? Est-ce que du coup les d'autres concepts pertinents ne sont pas assez mis en avant? Bon. Là, je comprends pas, genre, au contraire, ça l'enrichit. Enfin, c'est des concepts, ils sont pas sortis C'est pour des rien, nouveaux quoi. sujets. Ces problématiques-là prennent beaucoup trop de place. Et ça réduit considérablement la diversité des sujets auxquels on peut s'intéresser en sciences humaines. Alors très Donc ouais, là faudrait des sources de ça. rapidement, pour la présenter un peu, Nathalie Heinig est directrice de recherche au CNRS et c'est une énorme référence dans le domaine de la sociologie de l'art. Moi-même, quand j'étais étudiant, j'ai dû lire plusieurs de ses ouvrages. Et son directeur de thèse, c'était Bourdieu lui-même. Donc, si vous voulez, la sociologie, elle connaît un. Ouais, bon, là, il y a un peu d'argument d'autorité qui est un peu de sociologie. N'empêche que quand on parle de sujet, quand on parle de wokisme, c'est pas très intéressant quoi, ce qu'elle dit. Peut-être que c'est dans ses travaux de recherche sur la sociologie de l'art, si ça se trouve c'est intéressant, je sais pas, je connais pas. Plus la vidéo avance, et on en est pas loin, on en est à 7 minutes là, plus c'est catastrophique, mais pourquoi faire une vidéo d'1h45 pour ne rien dire? Je dis juste à ce moment-là que quand elle parle de wokisme, son propos n'est pas pertinent. Au moment où je disais ça, je l'avais déjà entendu sur des émissions télé, trucs comme ça. Moi, je considère que son discours est problématique. Donc oui, je dis ça. Et donc lui, il dit qu'on ne dit rien. On est en train de parler de cette personne qui a fait le livre dont il parle. Donc je rappelle que, ok, peut-être qu'elle est calée en socio de l'art, mais en tout cas que sur le sujet qu'on traite là, son avis n'est pas pertinent. Vraiment, ça me dépasse. Je pense pas que je vais réussir à tenir jusqu'au bout. De plus, Heinig, c'est plutôt une femme de gauche. Et ce qu'elle nous explique dans ce tout petit ouvrage, Une femme de gauche anti-wok, faut préciser quand même. c'est comment on en est arrivé là. En plus, bon, ils font rien pour me simplifier la tâche parce qu'ils sont en train de bouffer pendant qu'ils font leurs vidéos, mais c'est insupportable quoi. Ce truc de la bouffe, on avait demandé si ça vous gênait dans le chat. Vous nous avez dit que non, mais en vrai, dites-nous si est-ce que vous trouvez ça gênant. Non, en vrai, si jamais vous trouvez gênant quand on bouffe en live, n'hésitez pas à nous dire. Nous, on était partis sur l'idée que ça vous gênait pas, mais si jamais ils trouvent ça insupportable, je sais pas si ça se trouve, s'il y a vraiment des gens que ça gêne, j'en sais rien. Y a rien qui va dans cette vidéo, les gars, mais faites un effort. Ça, c'est la paresse du gauchisme. Y a d'effort ni dans le fond, ni dans la forme. Pareil, du coup. En fait, il a vraiment envie, le croix d'Onion nous laisser nous faire passer pour des gens feignants qui font juste du React et qui font pas d'efforts. Non, mais en fait, si on bouffe pendant le live, c'est peut-être parce qu'en fait, on bosse tout le temps à côté et que du coup, si on peut s'esquiver un temps de repas, nous, notre temps, on galère à en trouver en fait. Donc, ouais, effectivement, nous, ça nous arrange de bouffer en live. Rien, y a rien et en plus, c'est désagréable à suivre. Arrêtez de bouffer pendant que vous parlez aux gens quand même, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, on remarque quand même quelque chose d'intéressant ici, c'est que pour lui, il y aurait une contradiction entre le fait d'être de gauche et le fait d'être anti-woke. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gauchistes, justement, qui, pour ne pas perdre la face, vont vous dire que la gauche et le wokisme, ça n'a rien à voir, etc., etc. Non, lui, au moins, il affirme que, voilà, gauche et wokisme, c'est intrinsèquement lié. Ça, c'est bien, déjà. Alors, c'est pas forcément ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en fait, le terme woke, c'est un terme qui est souvent assez tellement fourre-tout, tellement vague. On peut débattre, je sais pas, de s'il faut être woke ou pas, j'en sais rien. Bon, en tout cas, derrière ce terme woke, souvent, il y a plein de trucs qui sont hyper différents. Et souvent, en fait, les gens vont d'abord, je sais pas, prendre des exemples, peut-être, on va dire, assez extrêmes ou quoi, ou peut-être pas mal de gauche pourraient être d'accord. Et si c'est ça le wokisme, effectivement, on pourrait être de gauche et ça serait logique d'être contre les woke. Mais souvent, forcément, vu que ça vient souvent à la droite, en fait, souvent, le terme woke, quand on cherche à le définir, en fait, il n'y a jamais de définition très claire et souvent, ça va passer de on critique certains trucs spécifiques, donc on va dire une frange de la gauche qui serait problématique, ou alors, en fait, on a une définition qui finalement englobe le progressisme en général. Des fois, on a une définition qui est le fait de vouloir s'éveiller aux discriminations et des fois, ça peut englober juste le fait d'avoir une certaine réflexion sur le sexisme ou le fait de vouloir être contre les rapports de domination ou quoi. Et en fait, c'est jamais très clair. C'est pour ça que du coup, en fait, je dis ça aussi parce que je l'ai déjà entendu, Nathalie Heinig, effectivement, elle se dit de gauche et du coup, d'autant plus avec les trucs qu'on a lus depuis, je trouve que son discours, il est quand même très contestable et je le trouve pas si de gauche que ça. Mais en fait, le fait qu'elle utilise ce terme qui est quand même tellement galvaudé, tellement utilisé de manière n'importe comment, et je pense que même parmi les gens qui considéreraient qu'il y aurait vraiment certains trucs qu'on pourrait peut-être appeler woke et qui serait la partie de la gauche problématique, il faut au moins reconnaître que le mot il est quand même utilisé n'importe comment. Et du coup, donner du crédit à ce terme, en fait, il faudrait bien définir woke. Ouais. Pour savoir est-ce que ça a du sens d'être de gauche, est-ce que wokisme et gauche ça va ensemble, ou est-ce qu'on peut être de gauche en étant anti-woke. Ayons une bonne définition du mot woke et ensuite on verra. Moi je sais pas, est-ce que je suis woke en fait, j'en sais rien en fait. Si ça se trouve, selon certaines définitions je suis woke et selon certaines définitions je suis anti-woke. Et j'aimerais bien avoir une bonne définition pour pouvoir répondre à ça quoi. Que Jacques Julliard résume par le terme d'islamo-gauchisme. Après bon là il donne des trucs, il faudrait qu'il y ait un peu des sources quoi. Bon, mais c'est rien que le terme l'islamo-gauchisme. Ça c'est vraiment la panique morale de l'islamo-gauchisme à l'université, qu'il y avait même des politiques qui avaient utilisé ce terme. Bien sûr c'est juste des trucs en l'air quoi, on n'a jamais déjà faudrait bien définir ce que c'est, il faudrait des preuves que ça existe, qu'il y a. Bon là je valide totalement ce que j'ai dit à ce moment-là. Que ça nuit à la recherche, bon, on n'a jamais de preuves de tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est comment on peut nier l'existence de l'islamo-gauchisme. Je veux dire, c'est quelque chose qui se vérifie absolument partout, notamment. Mais déjà donner une définition claire. Et ensuite, si ça se trouve, ça existe, mais selon quelle définition? Là aussi, c'est comme woke. Quand bien même, ok, on a telle définition de l'islamo-gauchisme et on est contre, faut quand même admettre que c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces. Et là, bon, toutes les critiques de ce mot, elles sont là-dessus d'ailleurs. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça parle de tellement de choses différentes. Du coup, moi, peut-être que je suis contre l'islamo-gauchisme, peut-être que je suis islamo-gauchiste, j'en sais rien. En fait, donnez-moi une vraie définition. Et là, pourquoi tu nous donnes pas une définition plutôt que juste nous dire, mais si, ça existe? À l'université, où la lutte contre l'islamophobie, les recherches aussi, qui vont dans le sens de la lutte contre l'islamophobie, etc. Pour moi, si pour lui,
l'islamo-gauchisme, c'est juste être contre l'islamophobie. Tout dépend. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'islamophobie, évidemment. Moi, je déteste les débats sémantiques. Faudrait faire gaffe. Des fois, on a juste des désaccords. Ça peut arriver des fois on soit d'accord avec les gens, mais juste parce qu'on a un désaccord sémantique, on a l'impression qu'on n'est pas d'accord, ce qui est vraiment problématique. Donc, clarifiez bien les mots. C'est vraiment le minimum avant d'entrer dans un débat. Clarifiez bien les mots. Du coup, pour moi, l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie, ça veut pas dire être, pro-musulman et tout. Ça veut juste dire éviter de discriminer les gens et les laisser tranquilles tant qu'ils font de mal à la personne. C'est juste ça, en fait. Je pense qu'en vrai, pour résumer notre position, enfin, en tout cas, bon, je vais peut-être parler pour moi, mais je crois que t'as la même position. Moi, je suis anti-religion et Pareil, anti-islamophobie. Donc, oui, je suis anti-islam et anti-islamophobie, en fait. Si pour lui... Mais je sais pas si... Tout dépend ce qu'il veut dire par... si jamais il a la même définition d'islamophobie que nous, donc qui est juste le fait donc pas d'être complaisant avec l'islam, si c'est ça, évidemment, je pense pas qu'on est particulièrement complaisant avec l'islam, hein, on est juste à pas vouloir discriminer les gens, et de toute manière, même pour lutter contre les religions, stigmatiser les religieux, ça a jamais beaucoup marché. Voilà, je pense que passer par l'esprit critique, quand même, c'est beaucoup plus pertinent. Mais du coup, si on a la même définition de islamophobie, oui, peut-être que je suis de gauche et contre l'islamophobie, peut-être que je suis islamo-gauchiste, du coup. Mais du coup, si c'est ça la définition, en quoi c'est un problème? Mais je pense que c'est pas juste ça, je pense qu'il y a autre chose derrière. C'est extrêmement présent. D'un point de vue politique, on voit bien que cette alliance, elle existe également entre la gauche et l'islam. À chaque fois que quelque chose embarrasse la gauche, le truc, c'est de dire non, ça n'existe pas. Alors, deux choses. Moi, je suis prêt à concéder que l'islamo-gauchisme existe et tout, mais juste donnez-moi une définition. Ensuite, le truc de non, ça n'existe pas, je suis pas du tout d'accord que c'est ça la première réaction. Je pense souvent la réaction, c'est juste donnez-nous une définition. Mais c'est qu'à force, depuis le temps que les mots sont utilisés, qu'on n'a toujours pas de définition très claire et qu'il n'y a pas de consensus sur les définitions et que c'est utilisé à toutes les sauces, oui, effectivement, on en vient à dire que ça désigne rien de concret. Mais non, je pense que notre premier réflexe, à chaque fois, généralement, quand on parle de ça, mon réflexe, moi, c'est toujours de demander donne-moi une définition de quoi tu parles quand tu me parles de wokisme ou d'islamo-gauchisme, et ensuite on discutera de si ça existe, de si c'est problématique ou pas. Faut arrêter les gars, au bout d'un moment, faut trouver autre chose. Puis aller dire que personne n'a réussi à prouver l'existence de l'islamo-gauchisme, qui a le pouvoir de faire ces études-là, si ce n'est les universitaires? Et là, justement, on tombe pile dans le sujet de la vidéo, dans la problématique. Le militantisme à l'université, ça détruit la recherche. De son côté, c'est vrai que si jamais il valide effectivement ce que dit Nathalie Hennig, c'est vrai que c'est une bonne défense, parce que du coup, ça permet de discréditer la majorité des travaux scientifiques et du coup des travaux en sciences sociales qui, effectivement, sont quand même en très majorité, qui donnent plutôt raison aux idées de gauche. Hein. Donc c'est vrai que s'il dit, ah ouais, mais en fait, elles sont totalement biaisées et du coup, faut pas se faire confiance à ça, ça permet vu que forcément quand on est dans une logique esprit critique et tout, on va toujours dire, bah oui, mais faut suivre aux études scientifiques, pas juste à nos intuitions, tout ça. Si on arrive à dire, ah mais vraiment, en fait, on dégage toutes les études, ça me fait penser à la stratégie, je sais pas, de certains groupes pseudo-scientifiques ou quoi, de pseudo-diététiciens et tout. Qui font à la fois appel à la science pour se donner un vernis scientifique et en même temps qui disent que la science est pourrie par Big Pharma et tout. Ouais, mais en fait, c'est que si jamais t'admets que, effectivement, il vaut mieux se référer aux études, mais si t'arrives à démontrer, bon, enfin, ils le démontrent pas, mais en tout cas, ils partent de ce postulat que, en fait, ouais, toute la médecine, toute la santé, tout le domaine de la santé, en fait, tout est corrompu par Big Pharma, tout ça, et du coup, ah oui, mais on peut pas se fier à ces études. Du coup, si je te montre qu'une étude pour les vaccins fonctionne, ah oui, mais c'est parce que, en fait, elle est financée par les lobbies, par les laboratoires qui font des vaccins. Et du coup, ça permet de discréditer les études, et du coup, si on n'a plus les études, ça permet de plus facilement faire passer tous les arguments douteux qu'on avait avant, quoi. Et du coup, moi, je maintiens que si quelqu'un nous dit ça n'existe pas, ou que le concept n'est pas pertinent, juste dire, mais si, ça existe. Bon, je l'ai déjà dit, mais il faut donner une définition. Et par exemple, moi, ça m'arrive que les gens me disent tel ou tel concept, ils renvoient à quelque chose qui n'existe pas et c'est pas pertinent. Qu'est-ce que je fais? J'explique bien ce que c'est, j'explique bien ce que ça n'est pas pour éviter les confusions. Par exemple, voilà, quand les gens me disent que je sais pas, que la notion de genre c'est pas utile ou que ça n'existe pas, quand les gens nient la sentience, quand les gens nient, je sais pas, racisme systémique, voilà, qu'est-ce que je fais? J'explique ce que c'est, j'explique ce que ça n'est pas. Et déjà, c'est beaucoup plus clair pour discuter de à quel point ça existe. En fait, l'illusion de la neutralité, la neutralité, c'est une illusion, ça n'existe pas, en fait, personne n'est neutre. Et d'autant plus en sociologie, c'est une des premières choses que tu apprends, c'est que, en fait, tu parles ce qu'on appelle d'un point de vue situé, tu as, je sais pas, une histoire, tu appartiens à certaines classes sociales, enfin bref, tu as plein de caractéristiques, en fait, qui font que tu n'es pas neutre face à ton objet de recherche. Et au lieu de nier ça et de dire, si, je suis neutre, ce qui peut, en fait, ce qui est un gros piège, parce que du coup, tu vas être totalement aveugle à certaines choses, et en fait, il vaut mieux avoir une réflexivité sur quelle est ta position, et à partir de là, dire, bon bah voilà, quels sont les risques, voilà quels sont les avantages, parce qu'il y en a aussi, par exemple, le fait de bien connaître un objet de recherche, en gros, d'analyser la position que tu as en tant que chercheur ou chercheuse, et à partir de là, d'essayer d'objectiver au maximum pour appliquer la méthode scientifique, en fait. Mais de partir du principe qu'on est neutre, c'est complètement une illusion, quoi. Ok, donc déjà, le truc a l'air un petit peu moins contre le machin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Genre, en fait, il te fait un compliment, mais au passage, il veut juste me tacler au passage. Et du coup, il est d'accord avec ça.
Ce qui est un peu Oui. un peu le cœur de notre critique. Parce que s'il est d'accord avec ça, mais ta vidéo, elle est pas claire, Modern Malin, en fait, là-dessus. Bon, alors je sais plus comment on en est arrivé à parler de la neutralité, mais enfin, je suis absolument... Mais c'est le propos de la vidéo. Tout le long de son texte, Nathalie Nick, elle parle de neutralité axiologique. Oui, c'est la donc, critique, le fait que, à cause du coup du militantisme, il y aurait une absence de neutralité. Moi, je le comprends comme ça en tout cas. absolument d'accord avec elle. Le fond du problème, il est plutôt là en réalité. Ce n'est pas qu'il y ait des gens à l'université qui aient des convictions politiques, même radicales, même extrêmes, même débiles. Le problème, c'est l'entrisme qui conduit à ce qu'il y ait quasiment que des pensées de gauche et d'extrême gauche. Ben, ouais. Pour nous, le problème, il est pas forcément là. Il est quand les idées, elles biaisent la recherche. C'est pas parce qu'il y a que des gens de gauche que ça biaise forcément la recherche. Parce que dans la gauche, il peut y avoir des idées diversifiées. Je sais pas s'il a bien saisi ton propos, parce que je pense c'est pas ça que tu dis. Ce qu'il dit là, c'est pas ça que t'as dit. Moi, je disais que la neutralité est une illusion et qu'on peut pas être neutre, mais que même en ayant des positions, en fait, tu peux objectiver ton objet et appliquer des méthodes qui font que t'as une analyse du sujet qui est, on pourrait dire, presque neutre, quoi. Mais du coup, apparemment, il est d'accord avec ça, du coup, de ce qu'il dit. Et après, parce que là, il dit, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gauche et d'extrême gauche. Mais ça, c'est son point de vue parce qu'il est de droite. Il y a la question en amont qui est, est-ce que le débat entre droite et gauche est plié ou pas aussi? Parce qu'en fait, si jamais c'est la gauche qui a les bonnes analyses, en fait, le fait qu'il peut y avoir une diversité de points de vue au sein de la gauche, mais si, comme on le pense, c'est bien les gens de gauche qui sont généralement du côté du réel, qui sont bien intentionnés, etc., oui, il y aura plein de gens de gauche. Mais après, si jamais on se trompe, effectivement, si jamais la droite... Là-dessus, peut-être que ce qu'on pourrait dire, j'ai l'impression il pourrait y avoir deux interprétations de le fait qu'il y ait beaucoup de penseurs et penseuses de gauche à l'université, soit ça peut être en fait, ça peut marcher dans un sens et ça peut marcher dans l'autre. Là, ce qu'il dit, Modern Malin, c'est qu'il y a des gens de gauche qui vont à l'université et qui font des études de gauche, et c'est pour ça qu'on a trop de sujets de gauche à l'université. Mais en fait, ça pourrait aussi marcher dans l'autre sens, dans le sens où il y a une analyse, on pourrait dire que, bon, alors, c'est pas le cas, mais hypothétiquement, on pourrait dire que tout le monde commencerait neutre, en imaginant que la neutralité soit vraiment possible, ce qui n'est pas le cas, je le répète, et avec l'analyse du monde, les gens deviendraient de gauche, et en fait, ce serait pas surprenant non plus. En fait, ce serait le même problème que de reprocher qu'il n'y ait pas de créationniste dans l'analyse sur l'évolution. Et en fait, tu pourrais dire, oui, il n'y a pas assez de créationnistes, donc il n'y a pas de diversité de points de vue sur les débats sur l'évolution, donc c'est pas très très bien ça. Ou alors, tu pourrais juste dire, bah oui, en fait, c'est une conséquence logique qui est quasiment que des gens qui croient en la théorie de l'évolution, tout simplement parce que c'est la conclusion logique des études menées, quoi. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a cette double option dans la sociologie. Le problème, ça reste le cœur du truc, c'est est-ce que les études sont en des protocoles rigoureux, tout ça, et si jamais les analyses de gauche ne correspondent pas à la réalité, même si les gens, on va dire, si jamais tout est bien fait, les sociologues, c'est tout l'intérêt de travailler en équipe, de limiter les biais et tout, et d'avoir du peer review, donc même s'ils sont de gauche, on devrait quand même pouvoir arriver normalement à faire ressortir la réalité des choses, et du coup, les scientifiques qui travaillent là-dedans devraient être capables de changer d'avis. Après, est-ce que si c'est pas le cas en pratique, peut-être que en fait, c'est les gens de droite qui ont raison, et que les sociologues sont biaisés, et du coup, ne s'en rendent pas compte, mais ça, il faudrait le démontrer. Mais c'est une hypothèse plausible, mais c'est aussi là-dessus qu'on attend des preuves, quoi. Université. Mais donc, pour en revenir à ce propos, qui est quand même le premier propos pertinent en 10 minutes, donc merci le truc, moi je suis d'accord avec ça. Et si on me demande mon avis et la solution, eh bien, elle est très simple. Ce serait de promouvoir la diversité des opinions. Pour qu'à l'université, pour que dans les sciences humaines, il puisse y avoir de réelles confrontations. Parce que c'est comme ça qu'on avance, pas en se confortant dans ses idées en permanence. Moi je suis d'accord pour la diversité en soi, mais là on parle des faits aussi, donc là, le fait qu'il y ait une grosse diversité de valeurs, faut voir à quel point ça implique, je veux dire, le fait est-ce qu'on a besoin de gens ultra racistes en sociologie, est-ce que ça fait aider, je suis pas sûr. Donc la diversité, je pense que si on a pas le peine de faire de la sociologie, toi. Mais disons que je pense que si on a plutôt des gens bien intentionnés, qui à la limite peuvent avoir une certaine diversité de valeurs, mais qui soient pas non plus, je pense que si on a quand même plutôt au moins des gens qui soient au moins de bonne intention, qui ont au moins des valeurs d'égalité, tout ça, enfin au moins des valeurs d'antidiscrimination. C'est parce que si c'est des gens qui veulent légitimer le statu quo, bon, je pense que ça va pas forcément trop aider. Et du coup, toutes les opinions, donc je pense que ça c'est pour le normatif, mais pour le descriptif, je pense que des gens qui ont qui ont plein de croyances erronées, je pense que non, ils ont pas leur place en science. À moins que ça ait aucun rapport. Alors, à la limite, quelqu'un peut être très calé dans son domaine, avoir des croyances fausses sur un autre domaine, à la limite, mais ce qui fait le scientifique, c'est surtout est-ce qu'il va pouvoir se remettre en question, tout ça. Mais après, c'est normal que dans un domaine, quelqu'un qui a des croyances erronées, c'est-à-dire que quelqu'un qui nie l'existence des chambres à gaz, oui, peut-être qu'il a pas trop sa place en histoire, quoi. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'il a quand même un truc un peu biaisé et que c'était pas ouf qu'il fasse de la science. Peut-être que de la même manière, là, il va être sûrement en désaccord, mais quelqu'un qui veut faire de la sociologie mais qui nie le racisme systémique, bon, au pire, il est peut-être mal informé et il est peut-être qu'il va changer d'avis en se renseignant, mais bon, si quelqu'un maintient que le racisme systémique, c'est une notion pas pertinente et qui travaille en sociologie, on peut se dire, bon, il est peut-être un peu limite pour travailler dans ce domaine qu'il ne comprend pas, quoi. Donc voilà, moi en réalité, je suis pour la diversité, si vous voulez. Je suis un militant pro-diversité, un mot qui fait débat à l'université et qui a été popularisé après la décapitation de Samuel Paty. C'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser massivement à l'aspect militant de l'enseignement. Ouais, là, pour mettre en contexte, on a quand même, du coup, une instrumentalisation de la mort de cette personne pour Je me demande si je suis pas en train de me faire troller. Leurs réflexions sont tellement clichés, tellement pré-programmées,
Donc voilà, la mort de Samuel Paty, ce n'est qu'un fait divers qui ne dit absolument rien sur la société. C'est un événement qui aurait pu arriver n'importe où. Je suis pas sûr qu'on ait dit ça. J'ai dit que c'était. Alors, je pense, moi, Surtout, là où ça je me. n'a pas de rapport avec Je rappelle. l'islamo-gauchisme, quoi. À ce moment-là, je rappelle juste que je pense qu'on peut dire que ça a été instrumentalisé par l'extrême droite. Je pense que c'est vrai. Oui. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'est vrai ça. Est-ce qu'on est en train de dire que ça ne dit rien de la société ? Non, je pense que tout un fait divers, en général, c'est qu'il sort pas de nulle part. Donc oui, il y a un contexte, il y a un truc à analyser, évidemment. C'est pas ça qu'on dit. Là où je pourrais me critiquer sur ce terme, c'est que tel que je le dis là, on pourrait avoir l'impression que je reproche à Maudin Malin d'instrumentaliser. C'est pas ce que je veux faire à ce moment-là. Là, je voulais juste rappeler. Bon, Je ne comprends pas en quoi ça prouve la présence de l'islamo-gauchisme à l'université, cet exemple. Dans n'importe quel pays, c'est simplement les fachos qui instrumentalisent. bon, évidemment que ce n'est pas ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'il raconte Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que il faudrait voir à quel point il a situé correctement son livre, mais en tout cas, ça n'a aucun sens. Hein. Vous n'êtes pas les premiers à venir vous casser les dents à faire une critique de mes vidéos alors que vous n'avez pas lu le livre. Là encore, je vois pas. Si tes propos sont problématiques, je vois pas en quoi le fait qu'on ait lu le livre ou pas avant Oui, change quelque chose. Hein. En fait, normalement, justement, il est censé nous donner accès au contenu du livre. Ah oui. Là, donc, Si c'est t'as bien pas- synthétisé le livre, normalement, bon, on s'est cassé les dents apparemment. Bon. Plus pour le coup, le livre dont il est question aujourd'hui, c'est même pas un livre, c'est un tract. C'est quelque chose qui fait 45 pages, ça coûte 3 €. Vous pourriez faire cette démarche d'acheter le livre, de le lire et de le comparer à la vidéo. Et là, ce serait intéressant. Parce que si Moi, je suis pas d'accord avec ça. Genre, il a fait une vidéo sur le contenu d'un livre, il dit ce qu'il dit dedans. Pour moi, on peut le critiquer. Et en tant que tel, en fait. Son intention, c'est bien de synthétiser, de faire un résumé d'un livre. Donc, on peut critiquer ce résumé. Moi, ça me paraît tout à fait légitime. On n'a pas besoin de lire le livre pour ça. C'est justement tout l'intérêt de ce genre de contenu de synthèse de livre, quoi. Parce que si vous êtes persuadé que je déforme un propos, que ce que je dis n'est pas sourcé, etc., Alors, on n'a jamais dit que tu déformais les propos de Nathalie Yannick. Hein. Moi, alors pour le coup, du coup, j'ai lu le livre et je pense que globalement, c'est fidèle. Juste là, c'est juste une prudence. On dit, forcément, vu qu'on n'a pas lu le livre, on s'adresse du coup aux propos de la vidéo et on dit bien qu'on ne s'adresse pas du coup à Nathalie Yannick au cas où qu'elle n'ait pas dit ça. C'est juste de la prudence. On n'a jamais accusé Maudin Malin de déformer le livre. Non, on dit juste que c'est possible. Et d'ailleurs, bon, dans l'autre réact qu'on avait fait, on l'a pas mis sur YouTube encore, mais dans le réact qu'on avait fait à une autre de ses vidéos après ça, une vidéo sur le sexisme, bon, on avait été voir ce que disait la personne qui avait écrit le livre. Là, pour le coup, il y avait quand même une petite distance entre les propos de la vidéo et ce que disait la personne. Elle était un peu plus nuancée que les propos dit dans la vidéo quand même. etc., référez-vous au livre dont il est question. Mais pourquoi vous faites pas ça? Tout simplement parce que vous êtes feignants. Vous êtes des feignasses. Et vous n'êtes pas les seuls hein, actuellement. Si on avait fait une vidéo, c'est surtout qu'en fait, juste on fait du live Twitch, c'est un truc en live, c'est pas une vidéo scriptée. Je pense l'autre explication, c'est qu'en fait, on s'est mis à faire du Twitch en plus du reste. Juste on s'est ajouté ça, et du Twitch, on fait des trucs hebdomadaires où on décide de ce qu'on va regarder le jour même, et que pour critiquer les propos de la vidéo, on n'avait pas besoin de lire le livre. Du coup, entre-temps, je l'ai lu, hein, et pour le coup, d'ailleurs... Est-ce que ça t'a apporté des choses? Alors, je pense qu'on est peut-être un peu moins feignant que ce qu'il croit, parce que du coup, j'ai été lire le livre, et j'ai lu aussi d'autres trucs de Nathalie Yannick, j'ai aussi été voir... Non, on a lu un truc sur la corrida. Et j'ai été voir aussi, je pense que Maudin Malin aurait peut-être dû aller les lire, mais il y a des critiques à ce tract de Nathalie Yannick, hein, qui a eu pas mal de critiques, et ça aurait pu être intéressant de les voir. Quand j'ai lu le livre, moi je l'ai trouvé extrêmement mauvais, hein. Je le trouve extrêmement problématique, et du coup j'ai quand même douté, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est moi qui... ça se trouve, c'est moi qui ne comprends pas, quoi, et du coup j'ai été regarder, non, il y a quand même pas mal d'autres critiques, elle s'est fait quand même pas mal tacler. J'ai aussi regardé par exemple, il y a eu un truc sur le blog Mediapart, il y a eu une critique par exemple où elle a eu une autre réponse, donc j'ai été aussi regarder son droit de réponse. Bon, et du coup ça me confirme dans une image plutôt négative quand même de Nathalie Yannick dès qu'elle aborde ces sujets, ouais. Et du coup, l'accusation qu'on est des feignants, moi là il fait tellement un empoisonnement du puits, parce que forcément il veut me dire on est des feignants parce qu'on lit pas le livre, parce qu'on fait juste du react et qu'en fait on ne crée pas de contenu, bon c'est... En fait, là, je pense que j'imagine qu'il veut juste donner une image négative de ses détracteurs auprès de sa communauté, quoi. Je vois peu l'intérêt de sa vidéo sinon jusque-là, parce qu'en fait, il a relevé très peu de points en fait dans notre vidéo, et en fait, il y a plein de trucs qu'il ne critique pas, en fait. Pas du tout. Par exemple, les citations ou les interprétations de texte et tout. Non, mais en fait, il y a plein de trucs qu'il réagit pas. Mais en fait, il réagit de manière très partielle à la vidéo. Je crois qu'il a pris beaucoup de trucs comme une attaque, et du coup, il se défend même là où il n'y a pas d'attaque, peut-être. Oui, je pense, ouais. Du game de gauche, c'est que ça. C'est de la réaction feignante qui cherche vraiment à limiter au maximum le travail à fournir. Donc on limite le travail à fournir, ça c'est tellement malhonnête, parce que du coup, en plus vu qu'ils nous nomment pas, à part les gens qui ont essayé de regarder notre chaîne, mais du coup, donc il nous peut passer pour des gens qui bossent pas, alors que je pense qu'on peut dire quand même que quand on fait des vidéos, on les bosse bien, quoi. Mais bon, il fait un empoisonnement du puits, quoi. Ouais.